Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est Marcus Borja qui prend la parole. Marcus est acteur, auteur, metteur en scène, musicien, chef de chœur et enseignant. Il exerce un métier passion. Et comme il le dit si bien, dans métier passion, il y a métier. Depuis son plus jeune âge, il a baigné dans un environnement propice à l'art, aiguisant sa curiosité et sa culture. Il nous raconte dans cet épisode son parcours personnel et professionnel avec perspective et humilité. C'est quoi pour toi être artiste ? Oui, c'est à toi qui m'écoutes que je pose la question. Prends ton temps, là maintenant, mais pose si tu veux, de toute façon je t'attends, pour te poser la question et trouver ta propre réponse. C'est bon ? Je trouve que ce métier peut être perçu comme un métier d'incertitude et de talent tombé du ciel sur certains d'entre nous. Le talent, quel sujet ? Dans cet épisode, Marcus nous partage sa vision, loin de ce type de préjugés et d'imaginaire. Et parce que je pense à toi qui nous écoutes, tu découvriras dans cet épisode les précieux conseils de Marcus concernant la prise de parole en public. Parce que cette peur est commune et que l'on aurait tous à gagner à mieux communiquer. Il est maintenant temps de te laisser le découvrir par toi-même. Bonne écoute! Bien le bonjour Marcus et bienvenue sur l'Enthousiaste. Bonjour. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. La première question qu'on pose à tout le monde, c'est de te présenter de la manière dont tu souhaites pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Ah, bon. Ça peut être dit très succinctement ou très longuement. Oui, tu préfères quelle version ? C'est toi qui vois. Bon, moi je m'appelle Marcus Borja. Je suis auteur, metteur en scène, comédien, musicien. Et j'enseigne dans pas mal d'endroits, un peu toutes ces choses que j'ai listées ci-dessus. Je suis brésilien et je vis en France depuis 20 ans maintenant. Bientôt 20 ans, en septembre 2024. Voilà, je fêterai mes 20 ans de Parisien. Et je suis... Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je te laisse poser des questions, donc comme ça, je pense que la présentation sera faite de façon plus organique, dynamique, interactionnelle et plus intéressante que ce que j'ai à dire là, comme ça. Oui, mais c'est bien, ça permet comme ça aussi d'afficher un peu le décor. J'aime bien commencer le vif du sujet en définissant un peu le... Ah si, par contre, vas-y. Je peux faire quelque chose que j'ai apprise. Oui, que m'ont donné l'idée... des vidéos YouTube que j'ai regardées récemment au Brésil. Ils le faisaient pour des personnes malvoyantes. Mais bon, là, de toute façon, tout le monde est malvoyant à la radio parce qu'on ne voit rien. Donc, je peux me décrire. Voilà, je suis blanc, plutôt mince. J'ai les yeux verts, un léger strabisme à l'œil gauche. J'ai les cheveux châtains foncés. Une très légère barbe de 2 jours qui partira demain. J'ai les cheveux courts, même très courts parce que je les ai coupés hier. J'ai les sourcils plutôt... comment on dit ça ? En arc, un peu, comme ça. J'ai le nez plutôt fin, les lèvres aussi, rien de très spécial. Et aujourd'hui, je porte un t-shirt blanc, une veste kaki et un pantalon beige. Voilà. C'est la première fois que quelqu'un se décrit, c'est génial. C'est vrai que personne n'y a jamais pensé, c'est hyper malin. J'ai 1m72 et je fais dans les 60 kilos. Voilà, donc plutôt mince et svelte. C'est précis, trop bonne idée. J'aime bien commencer après pour aller dans le vif du sujet en demandant à la personne que je reçois de définir un peu l'idée principale de la conversation. Et donc, je me suis demandé, pour toi, Marcus, qu'est-ce que l'art ? Qu'est-ce que l'art ? C'est une question qui est si française, mais c'est très baccalauréat, mais... Oui, bon, je préviens que j'ai... l'immense flemme de répondre à cette question, mais bon, c'est légitime. Puisqu'il faut se prêter à l'exercice.
je crois qu'il y a 1000 définitions possibles, non? Et elles sont géographiques, elles sont culturelles, elles sont ethniques, elles sont politiques, elles sont sociales, et elles traversent des questions de genre, de classe, de race, de plein de choses. Donc, c'est-à-dire qu'à mon échelle, je peux dire que, en tout cas, ce qui m'intéresse, voilà, on va répondre plutôt, non pas à qu'est-ce que l'art, mais qu'est-ce qui m'intéresse dans l'art et pourquoi j'ai choisi de m'y frotter. Je trouve que c'est quelque chose qui nous permet enfin, en s'y prenant avec les bons outils, hein, et avec le bon état d'esprit, bien sûr, mais qui nous permet de faire un pas de côté, qu'on espère salutaire, par rapport à la pensée dominante, à la réalité objective, et à des choses, à certaines idées reçues, à certains tics de comportement, à certains sédiments historico-politico-culturels qui peuvent nous stagner, ou nous rendre la vue de l'autre un peu floue et un peu difficilement appréciable et intégrable. Donc, c'est-à-dire des choses qui nous permettent de faire une expérience du monde plus vaste que notre propre expérience quotidienne. Évidemment, ça peut être fait à bon ou mauvais escient, hein. Il y a quand même pas mal d'exemples dans l'histoire où l'art, et je dis bien l'art, et non pas quelque chose qui était un assassinat de l'art, ou etc. Mais l'art a été responsable pour des actes que je considère comme politiquement douteux, voire génocidaires. Et on est en train de parler d'art, encore une fois. Donc ce n'est pas quelque chose qui flotte de façon abstraite au-dessus du monde, et qui est au-delà et au-dessus du bien et du mal, mais quand même ce sont des outils de déterritorialisation, de décontextualisation, de carnavalisation de la réalité, qui peuvent, encore une fois, on l'espère, nous aider à voir le monde autrement, ou plutôt avoir davantage de couches dans l'épaisseur de signe qu'est le monde. J'emprunte le terme épaisseur de signe à Roland Barthes, qui parlait de ça pour se référer au théâtre. Voilà, c'est une réponse hélas trop courte et pas du tout satisfaisante pour moi, mais en tout cas voilà, dans l'espace et l'exercice du podcast, je pense que ça peut déjà je trouve que c'est une très très donner bonne du fil à réponse. retordre. Et je trouve c'est intéressant que tu parles de ce contexte géographique, culturel, social, et ça me fait penser à une citation que j'ai trouvée du coup sur ton site, en référence à ta compagnie Interprélude, que je vais me permettre de lire donc. Oui. L'art reste encore le moyen le plus puissant de désorganisation féconde de la vie, de désobéissance créative aux règles dont on ne sait plus pourquoi on les suit, de transformation sensible de la vie sans rien lui imposer. Je trouve que ça m'a fait vraiment penser à ça. C'est chouette, qui c'est qui a écrit ça ? Il n'y avait pas de... C'est moi-même. Non, mais si c'est sur mon site. Non, mais c'est très bien. Ben, voilà, c'est résumé de manière très claire, ce que j'ai essayé de dire de manière très absconce. Voilà, donc voilà, parfait. Il y a des gens brillants. Non, mais je pense que c'est... Enfin, parce que c'est très risqué quand même d'apporter une définition de l'art, parce que ça peut être tout de suite figeant, ça peut être, je sais pas, donneur de leçons, ça peut charrier sans qu'on s'en rende compte des préjugés, beaucoup de préjugés. Et c'est très aisé pour un garçon cisgenre, blanc, en 2024, voilà, citadin, parisien, de dire comme ça, tranquille, sa définition de l'art, quoi. Mais ça restera la mienne, et la mienne est une toute petite chose à l'intérieur d'une trame bien plus complexe et bien plus colorée. Et c'est chouette que ça soit comme ça.
J'ai bien aimé, et ça je pense qu'on reviendra dessus un peu plus tard, sur tu vois, quand tu dis le moyen le plus puissant de désorganisation féconde de la vie, de désobéissance avec tout, justement. Bref, on en reviendra après quand je te demanderai un peu les messages portés. Oui. Et la manière dont j'ai pensé un peu cet échange, c'était d'abord de revenir sur ta première découverte justement avec les différents arts quand t'étais enfant, et puis doucement de dérouler jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bah, disons que tu as des questions. Chacune de ces questions, c'est une thèse d'État, quoi, qu'il faut écrire. Bon. Ouais, c'est bien, tu as déjà une thèse. Oui, 2 même. 2. Oui. Non. Je me demandais, pour avoir, tu vois, un quotidien aujourd'hui aussi créatif, si tu avais grandi dans un environnement artistique. Avec, tu vois, par exemple, des parents qui sont dans ce... J'ai grandi dans un environnement encourageant à l'activité artistique, mais pas tout à fait artistique. Mes parents ne sont pas artistes de métier, mais enthousiastes de l'art, notamment du théâtre, des arts visuels. Voilà. J'ai grandi dans un environnement qui n'était point hostile à ce genre de vocation. Il y avait ma grand-mère qui était très cultivée et qui m'a initié dans pas mal de ces arcanes. La poésie, la peinture, la musique en quelque sorte, parce que c'est elle qui m'a donné son piano. Elle a dit qu'elle donnerait son piano qu'elle avait hérité de sa mère. Donc le piano a été de mon arrière-grand-mère. Ensuite, à ma grand-mère qui a promis qu'elle donnerait son piano au premier de ses petits-enfants qui s'intéresseraient à la musique. Ça a été moi, j'avais 6-7 ans, donc elle me l'a donné. Et voilà, donc ça a une charge symbolique très importante. Et c'est ma grand-mère aussi qui, quand j'étais petit, avec à peu près au même âge, m'a offert une collection de fascicules. Tu sais, les fascicules que tu achètes au kiosque à journaux toutes les semaines, et après tu les fais relier en volume. Donc ça faisait 4 gros volumes sur les grands artistes. Donc je me souviens, à 7 ans, assis sur les genoux de ma grand-mère, qui lisait le premier fascicule, qui était Van Gogh. Et puis après, le deuxième, c'était Renoir. Après, il y avait Goya. Après, Manet. Après, il y avait plein de peintres, sculpteurs. Donc, j'aimais bien frimer quand j'étais petit, en demandant à mes camarades s'ils avaient déjà entendu parler de Van Gogh, ou de Renoir, ou de Goya, ou de Manet, etc. Voilà. Et pareil pour les compositeurs, parce que ça, par contre, c'est ma mère. Je crois que son médecin, son gynécologue, lui a dit que c'était bon pour l'enfant, enfin pour le fœtus, quoi, d'être exposé à de la musique classique. Donc du coup, pendant sa grossesse, elle écoutait de la musique classique. Pareil, voilà, une collection de disques, de vinyles, de compositeurs différents. Donc quand on me demandait, quand je devais, je sais pas, 3-4 ans, quels sont tes compositeurs préférés, je disais Tchaïkovski, tu vois, du haut de mes 3-4 ans. Alors que je savais pas tout à fait vraiment ce que c'était que Tchaïkovski, mais bon, je pense que j'avais des réminiscences, des souvenirs intra-utérins, voilà. Donc, et puis, tout ça, c'était au Brésil. Hein. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais brésilien. J'avais vécu mes 24 premières années au Brésil. Donc, je suis arrivé en France à l'âge de 24 ans. Mais je sais pas, il y a eu plein de... ça a toujours fait partie de ta vie, en fait. Oui. Et puis le théâtre aussi. J'ai une tante qui est toujours parmi nous, la sœur aînée de ma mère, qui a fait un parcours très similaire au mien. Enfin, c'est plutôt moi qui ai fait un parcours très similaire au sien, parce que elle a été... ses formations supérieures ont été en lettres et en art du spectacle et en théâtre. Donc, elle était actrice, puis ensuite metteuse en scène, puis ensuite prof de théâtre. Donc, quand on était petits, mon frère et moi, elle nous faisait... Elle nous faisait répéter. Enfin, on jouait au théâtre. Donc, pareil, quand j'étais petit, je connaissais des noms... que ma tante évoquait, parce que c'était des rôles qu'elle avait joués ou qu'elle aimait, Lysistrata, Antigone, Bernarda Alba, voilà, les petits bourgeois de Gorky, enfin, des choses... on jouait à ça quand j'étais petit. On jouait à Antigone, on jouait à la maison de Bernarda Alba, ou aux petits bourgeois. Des choses... Donc elle aimait raconter des histoires de sa jeunesse militante aussi, parce que c'est tout ça quand elle a commencé à faire du théâtre, qu'elle faisait du théâtre, qu'elle
en tant que comédienne et ensuite en tant que metteuse en scène, c'était en pleine dictature militaire au Brésil. Donc, il y avait un contexte militant et de revendications politiques très fort dans le milieu, évidemment, hein, théâtral, culturel, etc. Donc ça aussi, c'était un beau pied à l'étrier qu'on m'a mis. Oui. C'est une bonne manière de le présenter, ouais, un beau pied à l'étrier. Et tu te souviens de ce qui te plaisait autant quand tu étais enfant dans le théâtre ou dans la musique? Je pense qu'il y avait quand même une dimension ludique, évidemment, hein, parce que tout ça nous était présenté, m'était présenté aussi du fait que j'étais un enfant sous forme de quelque chose de très ludique. Ça l'est, hein, il faut jamais perdre de vue cet aspect ludique, je pense. Mais j'aimais jouer à être un autre, quoi. J'ai toujours été très curieux, je le suis toujours. Je suis boulimique et curieux de tout, des langues, des civilisations, des arts, voilà. Ça, justement, tu as grandi dans un cadre multiculturel? Pas du tout. Parce que c'est vrai que tu parles 5 langues. Moi, je trouve ça impressionnant. Et donc, je m'étais demandé, tu vois... Je suis le seul de ma famille qui parle toutes ces langues. Moi, j'ai une ascendance italienne et pourtant, je suis le seul qui parle italien. Okay. Le français, pareil. Mais voilà, c'est-à-dire que c'était pas forcément un milieu multilingue ou... un milieu d'artistes, mais c'était un milieu qui ne m'a jamais découragé, en fait. C'est-à-dire que quand je dis que je voulais apprendre le français, on m'a inscrit à des cours de français. Tu vois, il n'y a pas eu d'interdit. C'est un terreau fertile pour... Oui. Et puis j'aimais bien jouer au metteur en scène, en fait. J'ai toujours aimé diriger. Donc quand j'avais, je crois, 7-8 ans, j'ai réuni toute une bande de copains pour monter, parce que je voulais monter une pièce de théâtre pour enfants d'une grande autrice dramatique brésilienne de théâtre pour enfants, qui a fondé d'ailleurs une école qui était une des principales écoles. C'était une école libre, hein, c'était pas une école diplômante, mais une école très connue à Rio, qui s'appelle Tablado, ça veut dire le tréteau. Et elle avait elle a écrit pas mal de pièces que tous les enfants qui vont au théâtre ou dont les parents s'intéressent au théâtre connaissent. Il y a Plouft, le petit fantôme, et il y a alors comment je peux traduire celle-là que je voulais monter? Ça s'appelait La petite sorcière qui était gentille, un truc comme ça. Et je voulais la monter avec mes camarades. Et bien évidemment, je voulais jouer le grand rôle masculin de la pièce, qui était le sorcier Belzébuth III, sa méchanceté suprême, quelque chose comme ça. Voilà, le chef de toutes les sorcières. Et j'ai demandé à ma tante de nous aider. Donc elle nous dirigeait un peu. C'était moi le metteur en scène officiel, mais du coup elle nous faisait des jeux dramatiques, des jeux de direction d'acteurs, etc. Donc et c'était génial. Ma mère faisait à manger, faisait des sandwichs pour tout le monde parce qu'ils venaient chez moi dans la cour de mon immeuble. Et donc c'était et tout le monde était très sérieux, quoi, parce qu'on avait quand même déjà école tous les jours, mais le week-end on allait chez Marcus pour répéter la pièce. Finalement on l'a jamais joué. On n'a jamais créé, il n'y a jamais eu une date de création, mais c'était très sympa. Ça fait partie de mes bons souvenirs d'enfance. Et donc, en fait, dès tout petit, tu voulais faire ce que tu fais aujourd'hui? Pas forcément. Je ne sais pas si il n'y avait pas une perspective professionnelle tout de suite. Je pense qu'on n'est pas là-dedans quand on est petit, quoi. Mais j'ai eu des phases, quoi, où je voulais être scientifique pour découvrir la formule de l'éternelle jeunesse. Avocat, parce que il paraît que j'étais très persuasif et que j'étais très jusqu'au-boutiste et que j'aimais bien argumenter. Évidemment, mes parents ont toujours, même s'ils ont toujours été encourageants, ils disaient toujours: ah, mais si tu aimes les SVT, donc il faut que tu sois médecin. Tu aimes parler, il faut que tu sois avocat. Forcément, on va te demander, on va parler des métiers qui, selon le sens commun, sont les métiers les plus rentables et les plus respectables. Médecin, avocat, voilà. Ingénieur, c'est la triade, c'est la Sainte Trinité, hein. Médecin, ingénieur, avocat, quoi. Ingénieur, on me l'a jamais fait parce que j'ai jamais vraiment aimé les sciences dures, même si je m'éclatais beaucoup en physique et en chimie, mais pas du tout en maths. Voilà. Ok. Et plus tard, donc, tu as fait des études d'art.
après? Oui, des études supérieures, tu veux dire? Oui, enfin, mes premières études supérieures étaient en lettres classiques et modernes. J'ai fait un cursus de lettres, j'ai un diplôme de lettres modernes et classiques au Brésil, à l'université de Brasilia, juste avant de venir en France. Lettres modernes portugais-français. Et puis je suis venu en France, et en France, j'ai fait un tas de trucs. Mais je suis sûr que tu les as tous notés. Je les ai tous notés, mais voilà. je l'ai dans mon autre carnet que celui-là, forcément. Ah, okay. Mais oui, j'ai vu que t'avais fait je crois, la Sorbonne, de mémoire. Alors, on va couper un peu le parcours en deux, parce qu'il y a eu 2 voies. J'ai découvert que ces 2 voies étaient 2 voies en France, parce que au Brésil, tout est plus... tout se croise plus. Et plus d'interaction entre les disciplines, mais surtout entre la théorie et la pratique, parce qu'en France, il faut vraiment... ce sont vraiment 2 mondes très différents, quoi. Le monde universitaire et le monde de la pratique, ou des écoles supérieures de pratique. Alors qu'au Brésil, tout passe par l'université. Que tu veuilles être chimiste, scientiste, sociologue, trompettiste... géologue ou médecin ou avocat ou anthropologue, tu passes par l'université. Enfin, et que tu veux avoir un diplôme supérieur, bien sûr, quoi, pour toutes ces choses-là. Et donc en France, j'ai fait un master en études théâtrales à la Sorbonne, suivi quasi immédiatement d'un doctorat aussi, avec le même directeur d'ailleurs de recherche. Et j'ai fait l'école du Louvre, 5 ans. La licence et le master, donc, en histoire de l'art et muséologie. Tout ça, c'est pour le parcours académique, enfin universitaire, quoi. Donc, une seconde licence, on va dire, de master et de doctorat. Pour ce qui est de la pratique, j'ai fait l'école Jacques Lecoq, l'année où je suis arrivé en France. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette école. Voilà, c'est drôle parce qu'en France, on n'entend pas trop parler. Enfin, elle n'est pas aussi connue que les cours Florent, par exemple. Alors qu'à l'étranger, c'est l'école... je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire après les années 2010. Parce qu'ils ont connu des périodes compliquées, je pense, mais c'est quand même l'école la plus prestigieuse. Enfin, c'est la seule école dont j'avais entendu parler en étant encore au Brésil, quoi. Donc j'ai fait, et c'est très international. On était 22 dans mon groupe, et il y avait 15 pays représentés. Donc ça, c'était très chouette. Donc l'école Jacques Lecoq, puis j'ai passé le concours de l'école supérieure d'art dramatique de Paris. Du coup, je l'ai eu, donc c'était parti pour 3 ans. Ensuite, j'ai fait le Conservatoire national d'art dramatique en mise en scène. Et ensuite, j'ai fait un truc qui m'a permis de réconcilier un peu ces 2 voies, qui était donc le doctorat SACRE. SACRE, c'est un acronyme pour sciences, art, création, recherche. Et c'est un doctorat de recherche-création. Donc, une recherche sur l'art, à travers l'art, par l'art. Donc, j'avais déjà un doctorat. Je venais de finir mon doctorat à la Sorbonne, donc j'avais pas besoin d'un second diplôme. Mais je me suis dit, c'est le moment, c'est l'espace-temps qu'il me faut pour renouer tout ça, pour finaliser avec réconcilier ces 2 parcours que tu faisais en parallèle. Que je ne voulais pas aussi étanches qu'on prétendait qu'ils étaient. Que je faisais en parallèle, oui. Il y a une année où je me souviens, j'étais en même temps à l'école du Louvre, à l'ESSAD et au master. Et c'était fou, mais c'était bien, parce que l'un me permettait de relativiser l'autre, donc j'étais jamais... l'ennui ne me gagnait jamais. Voilà, je n'étais jamais gagné par l'ennui. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu as décidé... Ça me permettait de mieux supporter mes camarades aussi, parce que je les relativisais. Les uns par rapport aux autres. Voilà. Et est-ce que ça, tu vois, c'est courant dans là où tu as grandi, de partir comme ça pour aller étudier de l'autre côté de l'Atlantique, ou c'était un peu un coup d'audace de ta part? Alors, encore une fois, il faut savoir de quel point de vue et surtout de quelle classe sociale on parle. Donc non, ce n'est pas courant. C'est pas comme les enfants de l'aristocratie du XVIIIe siècle
les enfants mâles surtout, qui au moment de leur 18e anniversaire, leurs parents leur offraient le grand tour, quoi. Et ils allaient faire le grand tour d'Europe pour se cultiver, et ils se faisaient portraiturer à Rome par un grand portraitiste de l'époque, etc. Non. D'ailleurs, je pense que je suis le seul expatrié de ma famille. Donc, dans certaines régions et dans certains contextes, c'est tout simplement un manque de moyens. Et quand je dis moyens, c'est pas uniquement financier, mais c'est aussi un manque d'horizons, hein, parce que des horizons multiculturels, internationaux, ne sont pas forcément présentés à toutes les classes sociales, à toutes les régions, à tous les endroits. Mais donc du coup, mais moyens financiers, mais aussi moyens, je sais pas, une curiosité, une envie. Moi, j'avais envie de partir, j'avais envie d'avoir l'expérience de vivre ailleurs. J'étais déjà parti en Irlande quand j'étais ado, quand j'étais au lycée. Je venais d'entrer au lycée, ou alors j'étais à la fin du collège, je sais plus. Non, j'étais en 3e du coup, et enfin l'équivalent de la 3e. Et je suis parti en Irlande pour un mois en séjour linguistique. J'avais adoré ça. Et après, on a fait 4 jours à Paris, genre en mode bonus. Et c'est pour ça que j'ai voulu apprendre le français. Parce que je me suis dit, j'ai passé 4 jours à Paris et je parle pas français, c'est pas possible. Donc du coup, je prenais des cours de français avec une amie de ma grand-mère, tous les lundis après-midi, pendant 2 mois. Juste pour baragouiner quelques mots en français en arrivant à Paris pour 4 jours, alors que j'avais 14 ans. Donc c'était une envie de partir, oui. Et l'occasion était bonne parce qu'en plus, on me donnait les moyens. Avec le salaire, le visa, le billet d'avion, c'est très bien, quoi. C'était un peu l'autoroute. Après, tout mon argent passait chez Lecoq parce qu'il fallait payer Lecoq, qui est une école privée, et donc j'ai eu 7 adresses différentes pendant ma première année en France parce que j'allais de squat en squat, je squattais tel ou tel, voilà, j'avais des plans, quoi, un peu partout dans Paris, et je jouais de l'accordéon dans la rue pour me faire pour arrondir les fins de mois, parce que tout mon argent passait chez Lecoq, qui est une école extrêmement chère, excessivement chère, voilà. Tu vois, avec ton parcours et avec plein d'académiques, ce que je me demandais, c'est le parallèle avec l'image et l'imaginaire, surtout de l'artiste, pour qui, tu vois, c'est plus une question d'instinct et de talent, et où il n'y a pas trop... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, et je trouve que c'est bullshit. Non, mais je veux dire, c'est trop dangereux. C'est un métier comme un autre. Et dans n'importe quel métier, il y a de l'instinct et il y a de la technique. Et c'est pareil pour un artiste. Il suffit d'être un tout petit peu curieux et d'ouvrir des livres d'histoire de l'art, des biographies d'artistes, de s'intéresser un petit peu à la chose, et on comprend que c'est pas du tout quelque chose donné à une espèce d'élite touchée par une quelconque grâce supérieure et ineffable qui fait qu'ils ont une prédisposition que d'autres n'ont pas. Il y a des vocations, mais ça, il y a pour n'importe quel métier. Et la vocation n'est pas non plus quelque chose qui arrive du néant. Enfin, elle ne vient pas ex nihilo, quoi. Ça a à voir aussi avec le milieu socio-culturel, historique, politique, géographique, économique auquel tu as été exposé depuis que tu es né. Donc, je pense que ces choses-là, elles comptent et compteront toujours, quoi. Rien n'est déconnecté de la réalité. Il y a, ça me fait penser à une petite anecdote rapide qui a eu lieu il y a longtemps déjà, je crois que c'est en 2015 ou 2016, je sais plus. Il y a Edward Bond, l'auteur dramatique anglais, qui nous a quittés il y a quelques semaines d'ailleurs, qui est venu parler, qui est venu discuter avec les élèves du conservatoire. Donc, au théâtre du conservatoire, il y avait un médiateur, et c'était une discussion, voilà, un échange avec Edward Bond. Et à un moment donné, il y a une
une élève, à l'époque c'était une élève, comédienne, qui a demandé quelque chose du genre, elle pense, je saurais pas traduire au pied de la lettre sa question, et ça se trouve avec le temps, j'ai inventé des choses, mais bon, c'est bien, l'anecdote, elle est toujours valable. Comme si, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose d'incongru dans la récompense accordée à l'acteur, à l'artiste de la scène par rapport au caractère immatériel du métier qu'il fait. La récompense, c'est-à-dire la rémunération, quoi. C'est-à-dire qu'il soit rémunéré, qu'on parle des histoires comme de salaire, de cachet, etc. Alors que ce qu'on offre aux gens est quelque chose de si immatériel, est-ce que ce ne serait pas plus cohérent avec la nature profonde de ce métier, d'être comme un moine mendiant, quoi. Comme, que le type de récompense qu'on demande soit quelque chose d'aussi immatériel que le don qu'on procure. Et en entendant la question, j'étais déjà très agacé et un peu énervé. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il veut répondre? Et il a répondu, vous vous rendez compte de la mégalomanie de votre question? Et je me suis dit, merci. Là, comme ça, là. Elle a dit, mais comment? Et elle était un peu étonnée. Mais d'où vous pensez que le métier que vous faites est plus important que n'importe quel autre, en fait? Que la récompense immatérielle que vous donnez à vos spectateurs est plus immatérielle que celle que procure un grand cuisinier quand tu goûtes un plat, quand tu peux t'abriter sous un toit construit sur des mesures telles que ni la pluie, ni le vent, ni l'orage, ni la chaleur extrême va l'abîmer. Je veux dire, qui es-tu? Pour qui te prends-tu? C'est dommage, parce que si on entre dans ce genre de dynamique-là, ça veut dire que là, on va être complètement déconnecté de la réalité objective. Et ça va être compliqué d'aller vers l'autre, parce qu'on s'est construit un tas de mythes, ce que Roland Barthes, encore lui, appelle mythologie. Hein. Enfin, d'ailleurs, il a tout un... il y a ce livre Mythologie au pluriel qui est un recueil d'articles qui tournent autour de différentes mythologies modernes, contemporaines. Hein. C'est des mythologies encombrantes, en fait, qui ne servent qu'à nous couper des réelles nécessités, problèmes, questions concrètes, techniques, sociales, politiques du métier qu'on fait. Roland Barthes, il a écrit un texte qui s'appelle « Le mythe de l'acteur possédé ». Et il commence en parlant disant on aime à dire et à propager que la plus belle récompense que peut recevoir un acteur, ce sont les applaudissements du public. Et que c'est vraiment c'est vrai, c'est galvanisant, c'est super, c'est bien, c'est gratifiant, mais il faut faire très gaffe avec ça, parce qu'en fait, à force de répéter ça, de réaffirmer ça et de mettre ça comme une vérité absolue, et très bien. Donc du coup, ça nous dispense de bien payer les acteurs et les actrices, parce qu'ils ont déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant que l'argent. Donc qu'ils puissent pas bouffer, on s'en fout, ils ont les applaudissements du public. Donc du coup, voilà, on entre dans des questions qui sont très bêtes et qui favorisent des schémas de manipulation, de harcèlement, d'ascendant de l'un sur l'autre, qui n'ont rien à voir avec la concrétude. Et c'est pas du fait d'être concrète qu'elle n'est pas nécessairement amusante et épanouissante et instinctive, donc du métier. Non, je pense qu'il y a de l'instinct, mais cet instinct, il ne peut me parvenir que à partir de choses concrètes du quotidien. Et le spectateur ne verra jamais mon âme, ou ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, ou le magnifique univers poétique que j'ai à l'intérieur de moi, ou les belles idées dont j'ai été pourvu par la nature et par les fées qui se sont posées sur mon berceau. Il va voir quelque chose de concret. Il va avoir un corps, une voix, un souffle, des gestes, et ça se maîtrise. Voilà. Et justement, tu vois, avec cette idée, en tout cas, ces métiers-là, ils sont vus avec beaucoup d'incertitudes. Notamment financière, clairement. Est-ce qu'à un moment, toi, c'est quelque chose qui t'a posé question, qui t'a fait un peu peur quand tu t'es lancé dans cette voie? Oui, bien sûr. Enfin, c'est marrant parce que cette peur, elle n'est pas datée. Hein. Elle ne date pas du moment où on s'est lancé dans cette voie. Elle est à vie. Mais oui. Donc, oui, bien sûr. Comme n'importe quel choix implique
une renonciation à quelque chose, comme n'importe quel choix implique des contraintes propres à ce choix. Et la question de l'aisance ou de la sécurité financière, elle se pose quand tu choisis ce métier. Mais après, je pense que on peut, si on y tient vraiment, et si on est dans un cadre institutionnel qui en prend soin, je pense qu'on peut quand même se débrouiller. Là, je parle évidemment de la France, hein. Seul pays au monde où existe le statut d'intermittent de spectacle, par exemple. Où là, on aime bien parler de l'exception culturelle française. Bon, il y a plein de choses que ça veut dire. Il y a des gens qui mettent beaucoup de choses dans cette expression. Moi, je voulais juste me concentrer sur le fait que ça reste une affaire d'État. La question de la culture. Il y a toute une organisation, il y a toute une arborescence d'organisation du théâtre public en France, avec les théâtres nationaux, les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, les maisons de la culture. Enfin, il y a un tas de dispositifs, d'endroits qui te permettent de faire ton métier d'une façon un peu moins à l'aveugle que dans d'autres pays, comme le Brésil, par exemple. Mais ça, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent nous installer un peu dans un certain, entre de gros guillemets, mais dans un certain confort. Voilà, tout est très complexe et la question, elle est la réponse à cette question, elle va être forcément individuelle. Mais c'est sûr que la peur en fait partie. Mais je suis certain que quelqu'un qui choisit d'être avocat ou médecin ou ingénieur se confronte à d'autres types de peurs avec lesquels il va devoir dealer tant qu'il fera ce métier. Pour reboucler, alors tu me diras si tu trouves mon association d'idées un peu incongrue ou pas, mais sur la notion d'instinct qu'on a abordée juste avant, je sais que, tu vois, en discutant avec d'autres jeunes qui font du théâtre, il y a la question du talent qui revient. Et je me demandais si toi, tu penses que ça existe et comment tu le perçois. Oui, enfin, il y a des prédispositions, quoi, qui existent. C'est évident. Mais ces prédispositions, encore une fois, je ne pense pas qu'elles soient uniquement liées à un don, à ce qu'on appelle un don, en tout cas, quelque chose avec lequel tu es né. Mais aussi à une exposition à un contexte X ou Y qui favorise ton épanouissement, ou à une volonté aussi. Tiens, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, je veux dire, il n'y a pas que pour l'art qu'on a des dons, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont enfin, s'il faut parler de dons ou de talent ou de prédisposition, tiens, on peut avoir une prédisposition pour les mathématiques, pour le théâtre, pour la musique. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà, les artistes ne sont pas une caste séparée de la société. C'est très dangereux pour eux-mêmes, d'ailleurs, de se considérer comme ça. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont rien compris au monde qui les entoure. Donc, ça va être compliqué de faire de l'art dans un sens autre que purement masturbatoire. Du coup... Je crois que une vocation, une prédisposition peut se travailler. Et encore une fois, hein, après, voilà, ça ne fait pas tout. Parce que je connais des gens qui en ont la vocation ou qui l'ont eu, qui l'ont travaillé, qui ont passé des concours, qui ont eu de grandes écoles de théâtre, par exemple le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, et qui aujourd'hui font autre chose. Je sais pas, font du foie gras ou que sais-je, parce que en fait rien n'est étanche en fait. Puis la vie est pleine de rebondissements, et elle évolue. On dit qu'une vie est trop courte pour certaines choses, c'est vrai que c'est trop court, mais c'est quand même assez long pour se permettre de changer d'avis ou se voir entraîner dans d'autres contextes. Et donc moi j'ai envie de dire aux jeunes personnes qui sont en train de se lancer dans un métier, c'est genre calmons-nous, parce que c'est un petit passage, c'est une petite porte dans un parcours qui va être beaucoup plus sinueux et qui peut être formidablement sinueux d'ailleurs. Donc le travailler, c'est très chouette, mais en ayant en tête que le talent est relatif, que le talent ne fait pas tout
aussi, et qu'il y a plein d'autres questions autour de ça et qui vont te permettre... Les gens qui aujourd'hui sont sur les plateaux de théâtre ou au cinéma ou à la télé ne sont pas forcément toutes des personnes qui ont ce qu'on appelle le talent. Il y a aussi plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Il y a des compromis qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Il y a des amitiés qu'on a ou qu'on n'a pas. Il y a des pistons qu'on a ou qu'on n'a pas. Il y a des concessions qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Il y a plein de choses. Donc tout ça est très relatif. Je voulais juste raconter un truc. Vas-y. On dit que c'est Sarah Bernard qui l'a dit. Mais apparemment, évidemment, hein, comme plein d'anecdotes comme ça, ce n'est pas historiquement vérifié, quoi. Mais on dit que c'est Sarah Bernard qui a dit... Pour l'histoire. Voilà. Donc on va dire que c'est Sarah Bernard, donc c'est très bien. Qui a dit à une jeune actrice... je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent cette anecdote parmi nos chères auditrices et auditeurs. Quand elle a dit mais tu sais, mais vous savez, la jeune actrice en s'adressant donc à Sarah Bernard, qui était un peu une sorte de mentor de cette jeune actrice. C'est fou, je n'ai jamais le trac. Je n'ai pas le trac avant de monter sur scène. C'est fou, n'est-ce pas? Voilà, avec une certaine désinvolture en disant ça. Et puis Sarah Bernard qui lui répond: ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Donc voilà, et c'est intéressant parce que quand elle dit ça, donc ça veut dire qu'elle met, enfin, au-delà évidemment du côté très très taquin et drôle mettre quelqu'un à sa place de cette blague, quand elle dit ça viendra avec le talent, donc ça veut dire qu'elle est en train d'inscrire le talent dans quelque chose de processuel, justement, de quelque chose qui se construit. Oui, voilà, et qu'on va acquérir à force de persévérer, continuer, travailler, répéter, voilà. J'aime bien, tu vois, parce qu'il y avait une des petites questions que je t'avais préparées qui était: est-ce que tu penses qu'on choisit d'être artiste ou est-ce qu'on est artiste? Et en fait, ça y répond tout à fait. Moi, de ce que j'en tire, c'est que c'est quelque chose que tu choisis, que tu travailles. Oui, c'est vrai. Au fond du fond, c'est un choix quand même. Je ne connais pas, mais sans doute ça doit exister dans le monde, des gens qui sont contraints d'être artistes. Mais quelque part, ça doit exister. Mais il y a quand même pas mal d'autres métiers qu'on fait auxquels on a été contraint. Donc, donc vu tous les aspects économiques instables, etc., et pas mainstream en termes de top 5 des vocations que les parents essayent d'inculquer aux jeunes enfants, dans lequel se trouve le théâtre, ça ne peut qu'être un choix, quoi. Enfin, parce que pareil, je veux dire, on est artiste, bon, très bien. Enfin, après, voilà, il y a ce qui est intéressant. Enfin, il y a peut-être un regard artiste, un regard qu'on pourrait appeler artistique, ou en tout cas une manière de regarder le monde qui convient à l'expérience et à la vocation artistique, qui est un regard sans cesse méfiant, déterritorialisant. Mais ce regard, il convient aussi à la philosophie, par exemple. Un regard qui essaie de voir ailleurs, qui essaie de voir au-delà. Pas ailleurs, au-delà plutôt. Oui, ailleurs quand même, si, pourquoi pas. Par rapport au monde visible, au monde immédiatement socio-économico-politico-historiquement perceptible. Et ce regard est bon pour l'art, pour la création artistique. Quelqu'un qui a ce regard-là, s'il choisit d'être artiste, bah, il a déjà une bonne partie... Enfin, il a un avantage, on va dire. Mais il y a des gens qui ont un regard, qui ont ce regard-là, qui ont cette inquiétude du regard, et qui ne sont pas artistes pour autant de métier.
C'est ça aussi qui est très... Et il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, hein, sur qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que l'artiste, la vocation, pas vocation, la philosophie, enfin, tout ça est très... Moi, je trouve ça très excitant hein, de débattre sur ces trucs-là, mais ça, c'est un débat éternel. Mais en tout cas, en tant que métier, c'est forcément un choix. Pareil, je me méfie un peu des gens qui disent... Non, mais c'est l'art qui m'a choisi. Je suis condamné à faire ça. Mais bah non, tu n'es pas condamné du tout. Enfin, tu peux faire autre chose. Surtout, ça veut dire que si tu as choisi, si tu es artiste, si tu fais, enfin, si dans une ville moderne, contemporaine, dans une grande ville comme Paris, tu as pu te permettre et que tu arrives à bien manger, à bien dormir et à bien t'hydrater et que tu as une hygiène de vie saine et que tu es artiste à côté, ça veut dire que tu es un privilégié, quelque part. Que du coup, il y en a qui ont assuré tes arrières pour que tu puisses t'aventurer là-dedans. Donc, ne serait-ce que par respect envers les personnes qui, elles, n'ont pas le choix, n'ont pas de choix, alors non seulement assumons le choix qu'on a fait, mais trouvons-y du plaisir aussi. Parce que ça, c'est encore une autre histoire. Quand je dis que l'art c'est un métier et que c'est pas que de l'instinct, etc. Je suis pas du tout en train de dire que c'est une corvée, que c'est que c'est une, comment on appelle ça, un poids, que c'est un poids, que c'est un fardeau. Merci. Je n'aime pas. Enfin, ça c'est un truc auquel j'ai été confronté quand je suis arrivé en France et que j'ai trouvé assez français. C'est cette idée que le travail, ce qu'on appelle travail, est d'autant plus anoblissant qu'il est éreintant et qu'il ne nous procure pas de plaisir. D'ailleurs, l'origine étymologique du mot travail vient de tripalium, qui est un instrument de torture du Moyen-Âge, en fait. Enfin bref. Et on aime bien associer l'idée de travail à l'idée de non-plaisir. Genre, tu penses que je fais ça parce que j'aime? Mais non, c'est mon travail. Tu veux être musicien, donc il faut travailler dur. Comme si c'était genre un problème, comme si c'était obscène, comme si c'était malsain de prendre du plaisir dans le travail que tu fais. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a de la technique, il va y avoir du labeur, il va y avoir de la transpiration, il va y avoir parfois de la douleur, mais pas forcément de la souffrance, puisque tu as choisi. Donc, si tu fais partie de la caste, et je dis bien de la caste socio-économique, qui a eu le luxe et le privilège de choisir son métier, alors choisis quelque chose, ne serait-ce que par respect pour celles et ceux qui n'ont pas pu choisir, choisis quelque chose qui te procure du plaisir. Point. Si le jour où mon métier cessera de me procurer du plaisir, je changerai de métier. Et une vie n'est pas trop court pour changer d'avis. Pareil, ça c'est aussi un truc très français, avec des limites d'âge partout. C'est une terre où la reconversion professionnelle est un Everest. J'ai même vu des émissions de télé-réalité sur des gens qui font de la reconversion professionnelle, soi-disant trop tard, c'est-à-dire à 25 ans, franchement. À 30 ans. Donc non. Ça me fait trop rire parce que j'ai fait 2 premières années à la sortie du bac, parce que j'ai fait un truc et je me suis dit, oulala, ça me plaît pas du tout, puis je suis partie ailleurs. Puis tout le monde a pas arrêté de me dire, t'as perdu 1 an. Perdu? Et je sais pas. Quelle est cette économie bizarre? Mais pas du tout, tu as gagné. Ouais, bien sûr que c'est. Ça me fait rire. Pour reboucler rapidement sur cette question du track et de ta petite anecdote de Sarah Bernard, oui. J'ai envie de discuter un peu avec toi de la prise de parole en public, qui est quand même l'une des peurs les plus répandues que de devoir prendre cette parole qui va avec le track. Quel conseil est-ce que tu aurais à donner pour justement la surmonter et y arriver? Parce que ça va quand même bien avec le lot de l'acteur que de faire face à cette prise de parole. Je dirais, prenez soin de l'autre. Si je dois résumer, je résumerai ça en une phrase, mais parce qu'on s'inquiète beaucoup trop souvent du fait de se rassurer soi-même, d'être c'est ça, de se rassurer soi-même, de s'assurer soi-même, et on s'occupe très peu de rassurer l'autre, de prendre soin de l'autre. Quand tu prends la parole en public, c'est que tu veux t'adresser à quelqu'un, ou à quelques-unes, ou à quelques-uns. Donc ça veut dire que tu as quelque chose
à donner, ou en tout cas que tu veux obtenir quelque chose de cet auditoire. Donc, juste mets toutes les chances de ton côté pour l'obtenir, parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de l'autre. Il s'agit de qu'est-ce que l'autre va faire de toi pour que tu puisses obtenir ce que tu veux de cet autre. Donc, mais on pense toujours, on utilise des mots qui pour moi n'ont rien à faire sur la scène, que ce soit la scène de la prise de parole en public, du théâtre, de la conférence, du colloque, peu importe, qui sont des mots comme concentration. Pour moi, c'est foutu si tu te concentres, parce que ça veut dire que tu te déconnectes. La concentration est l'ennemi de la connexion. Donc, au mot concentration, je préconise le mot connexion, parce que c'est un mot qui te sort de toi-même et qui te fait faire un pas vers l'autre. J'essaye de répondre à l'autre en ce qui, en lui, me provoque et me fait sortir de peut-être, je sais pas, d'un endroit un peu figeant, un peu trop protégé, je sais pas. C'est une rencontre avec l'autre. Après, il faut assumer, il faut assumer aussi certaines choses, hein, c'est-à-dire, je pense que la meilleure façon, pour rencontrer l'autre, c'est d'assumer la personne que tu es au moment où tu rencontres l'autre. Ne pas essayer d'escamoter des choses. J'ai vu il y a quelques années en librairie un petit bouquin qui faisait même pas 100 pages, 150 pages max, qui était quelque chose comme le titre était un titre à rallonge, ça occupait toute la couverture, c'était les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature universelle en une page pour ne plus faire pâle figure en soirée ou pour briller en soirée. Mais pourquoi ne pas dire j'ai pas lu tel bouquin, point. Parce que je suis désolé, mais résumer en une page À la recherche de temps perdu de Marcel Proust, c'est du gaspillage de papier, c'est anti-écologique, parce que c'est rien, c'est impossible. Quelqu'un qui a vraiment fait l'expérience de tel ou tel bouquin ou de tel ou tel truc, déjà, il va comprendre, si tu ne parles que selon le mode qu'une page t'a appris à parler, une seule page, mais aussi, voilà, tu vois, par exemple, on va, en général, quand on achète ce genre de bouquin, c'est qu'on pense que quand on va en société, c'est pour se faire voir, c'est pour se rassurer, c'est pour briller, et jamais pour rencontrer l'autre. Donc, quand quelqu'un... moi, j'adore parler des livres ou des expériences, je sais pas, artistiques ou pas que artistiques que j'ai eues, mais comme des ponts. Ah, toi aussi, tu aimes machin? Alors, parlons-en. Sinon, la rencontre, elle ne se fera pas. Donc, ou alors, je vais dire, non, ça, désolé, j'ai pas lu. Par contre, et ça? Ah, ça, pas, moi, non. Et ça, ah oui, ça. Jusqu'à ce qu'on trouve un point commun sur lequel on puisse discuter. Et là, il y a une connexion qui se fait. Sinon, on fait semblant, quoi. Et ça sert à rien. Un peu plus devant que... Oui, et c'est bête parce que c'est tellement facilement perceptible. Oui, c'est vrai. C'est tellement facilement percé à jour dans ce genre de trucs que... pourquoi je parlais de ça déjà, du livre, de ce livre-là parce que tu parlais de ne pas prétendre et de... Oui, voilà, de ne pas prétendre être quelqu'un d'autre. De toute façon, voilà. L'hospitalité. Exactement. Je précise, hein, je redis ce que j'ai dit là il y a un instant. Ne pas prétendre être quelqu'un d'autre que celle ou celui que tu es au moment de la rencontre, parce qu'on est toujours différent. Selon les contextes, les jours, etc. Une des choses que je déteste le plus, c'est quand je vois des émissions de télé-réalité où tu as une personne au confessionnal qui dit « Non, mais je suis resté moi-même jusqu'à la fin du jeu. » Mais qui es-tu qui est resté toi-même jusqu'à la fin, du début à la fin du... Mais c'est pas possible, ça. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Je suis resté moi-même. C'est con. Parce que donc, ça veut dire que tu as persisté à parler une langue X avec des gens qui parlaient la langue Y ou Z ou A ou B ou C. Donc, il n'y a pas eu de compréhension possible. Je ne suis pas le même avec toi ou avec toi ou avec... pour les auditeurs, je suis en train de pointer les deux interlocuteurs qui sont avec moi. Donc, je ne suis pas le même avec toi en tant qu'intervieweuse aujourd'hui et en tant qu'élève après-demain. Donc, Et c'est très bien. On est tous pluriels. Très belle
Très belle fin pour cette question. Et justement, à travers toutes tes différentes casquettes et tes différentes créations, est-ce qu'il y a un message en particulier que tu essayes de porter? Un message? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Avec ce que je fais? Mm-hmm. Non, alors, je ne dirais pas que chaque projet, que tous les projets tournent tous autour d'un même message. Je viens de dire qu'on n'est jamais soi-même tout le temps, donc ce serait antinomique de dire ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose que je poursuis en faisant ce que je fais et qui, très souvent, quasiment toujours, me procure une satisfaction assez palpable sur un aspect qui me tient très à cœur, qui est celui de connecter des personnes et connecter des mondes. D'où la polyphonie. Voilà. De la polyphonie, d'où l'écoute, de l'hospitalité, c'est-à-dire ouvrir des chemins d'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans une grande crise de l'écoute. De plus en plus, en fait. Ce qui a contribué à globaliser le monde a compris aussi à l'individualiser beaucoup. J'ai fait un spectacle récemment autour de ça, justement, de l'impossibilité de communiquer, de l'incommunicabilité. On n'est plus prêt à être contredit, à se faire contredire, à débattre. Qui est pourtant le cœur de la liberté d'expression. Oui, mais justement. Mais le problème, c'est quand la liberté d'expression devient « laissez-moi ma liberté d'être raciste, s'il te plaît ». Laisse-moi ma liberté d'être misogyne. Laisse-moi ma liberté d'être homophobe. Ça, c'est de la liberté d'expression, non? Voilà. Donc, j'ai le droit, j'ai la liberté de dire... Et donc, voilà, on confond tout. C'est-à-dire que l'extrême droite a séquestré la notion de liberté d'expression d'une telle manière que, du coup, c'est devenu le débat, il tourne à vide. Enfin, il tourne à vide, il n'existe même pas, quoi. Parce que, voilà, c'est dommage parce que du coup, j'allais dire, on joue sur les mots. C'est génial de jouer sur les mots, j'adore jouer sur les mots. Mais sauf que là, du coup, on séquestre les mots, les discours. Et on n'est pas prêt à se faire contredire. Là, il y a des discours de haine. On entend que ce qu'on veut entendre. Et les plateformes de médiation virtuelle y contribuent largement. Il suffit de voir les commentaires sur YouTube et Facebook et les gens qui se fightent et tu vois que de toute façon c'est stérile et que c'est perdu d'avance. Alors que c'est comme de dire ça, voilà, ça c'est une chose qui m'exaspère, c'est quand les gens disent le monde est devenu trop chiant, on ne peut plus rien dire. C'est tellement pas, mais pour moi c'est exactement le contraire. On n'a jamais eu autant de mots pour décrire autant de choses qui n'avaient pas de nom ou dont on n'osait pas dire le nom avant. Donc, il y a plein de mots. Donc, si tu penses que tu ne peux plus rien dire, c'est qu'en fait, peut-être que déjà, ton vocabulaire était beaucoup trop réduit et que ce que tu disais n'était dit que dans le but de faire mal à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, je trouve que connecter les gens, se déterritorialiser par rapport à son espace géographique, géopolitique, économique, culturel, social, historique, ethnique, sexuel au sens large est très important. Sinon, on va vraiment collapser. J'aime beaucoup. On va pas avoir le temps, malheureusement, de plus creuser ton art, en fait. On a encore 5 minutes. Hein. 5 minutes, oui. C'est justement le petit bloc de signature pour lesquels j'ai conservé nos 5 minutes. Donc, notre petit bloc de fin, qui est, est-ce que tu aurais 3 moments marquants dans ton parcours à nous présenter? C'est une question favorite d'une de mes amies qui adore poser cette question. Moi, je déteste tout ce qui est top truc. C'est quoi ton top 3? C'est quoi tes 3 moments? Ton auteur préféré? Tes 5? Ah, je ne sais pas. 3 moments marquants dans mon parcours. Bon, ok, je vais. C'est pas forcément les 3 plus. Oui, c'est les 3 moments marquants d'aujourd'hui. Ma première mise en scène professionnelle que j'ai faite, j'avais 20 ans, j'allais avoir 21 ans, j'avais 20 ans et demi, c'était au Brésil, et c'était et c'était déjà un truc très mégalomane et très choral, avec 30 personnes.
sur la mythologie, sur les mythes, sur des mythes d'amour de la Grèce antique. Il y avait 25 performeurs et un quintet musical. C'était un quatuor de flûte et une viole de gambe. Un quatuor de flûte baroque et une viole de gambe. Et c'était une folie, ce truc. Voilà, parce que voilà, il fallait habiller tous ces gens. Enfin, c'était, et mon père a été mon impresario, mon assistant, mon tout, quoi. Donc c'était génial. Ça, c'est une chose. C'est un moment. Peut-être un deuxième moment. Le premier grand spectacle dans lequel j'ai joué en France, un peu dans un cadre professionnel, vraiment, dans un grand théâtre national, juste après avoir quitté l'école en plus, c'était au Théâtre National de la Colline en 2000, la saison 2009-2010, une pièce de Dea Lauer qui s'appelait Manhattan Medea, mise en scène par Sophie Lukaszewski, qui avait été ma professeure à l'ESSAD et qui m'a fait un beau cadeau avec ce projet parce que je jouais 2 rôles complètement différents. Un gardien d'immeuble afro-américain albinos et un travesti sourd ou une travestie sourde. Voilà, le gardien d'immeuble s'appelait Velasquez et la travestie chanteuse un peu oraculaire s'appelait Deaf Daisy, deaf comme sourde justement. Ça c'était très chouette. Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, je dis ça. Hein. Et peut-être un troisième, c'était mon séjour au Japon en 2021, quand j'ai vécu 6 mois au Japon, 2021-2022, et 6 mois, un peu plus de 6 mois, ouais. Et ça a déplacé plein de choses en moi, sur des convictions, sur des croyances, sur des choses que je pensais être des absolus dans mon travail et dans ma conception du monde, et que j'ai vu que c'était pas du tout le cas. Et j'ai trouvé ça très excitant et très stimulant. Voilà. Avoir l'audace de se réinventer. Oui. Est-ce que quand tu regardes l'avenir, là, il y a des projets, des petits... Et pourquoi pas, c'est une expression qu'on aime bien sur le podcast, qui s'annonce. Tu veux savoir quel est mon actu de l'avenir proche, c'est ça? C'est une manière de le présenter. Il y a un triptyque de pièces de théâtre que je suis en train d'écrire. Le premier volet est déjà écrit, le deuxième est en fin d'écriture et le troisième n'a pas encore commencé. Mais c'est une espèce de ce que je considère comme mon grand retour à l'écriture dramatique. Je me considère pleinement comme un dramaturge, mais j'aime beaucoup travailler sur des dramaturgies du collage, de l'écoute, du tissage, de la composition polyphonique, avec multilingue, avec aussi les apports des interprètes. Et là, du coup, je reviens à une forme d'écriture dramatique, hein, c'est-à-dire ce sont 3 pièces, quoi, avec des personnages, etc. Et ce que je ne considère pas du tout comme une étape évolutive, hein. Au contraire même, par rapport à l'autre manière de faire de la dramaturgie. Mais c'est juste que voilà, maintenant je reviens beaucoup à l'écriture et ça m'intéresse beaucoup. Donc il y a des projets d'écriture et de mise en scène de certaines écritures, celles qui sont dramatiques, parce que je suis en train d'écrire des choses aussi qui sont de la prose, quoi, de quelque chose qui va devenir peut-être un roman ou un essai. Voilà, et puis mes projets d'enseignement, qui sont toujours d'actualité dans plein d'endroits différents, que ce soit au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, au Cours Florent, à l'ESSAD, l'École supérieure d'art dramatique de Paris. J'ai aussi fait des projets à l'ESCA, voilà, à l'École du Nord. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent. On va regarder ça alors. Et est-ce que tu te considères comme un enthousiaste? Oui. Voilà, génial, c'est bien dit. Est-ce que tu aurais une référence à nous partager d'un livre, d'une pièce, d'une musique, peu importe, qui t'a inspiré, que tu aimerais nous partager? Une seule. Je ne suis pas le bon client pour ce genre de questions, hein, je le redis. Hein. Tu peux en mettre quelques-unes si bon, te passe par la tête. Ok, alors, ce que j'étais en train d'écouter avant de venir ici. Voilà, comme ça, très bien. Avec le moment, n'est-ce pas? Voilà, c'était oh, c'est bien, c'était un lead, donc ça veut dire une mélodie, une chanson de Richard Strauss, chanté par la soprano française Sabine Devielle, accompagnée par Mathieu Pordois au piano. Et j'adore cette chanson elle s'appelle Morgen.
qui veut dire demain. Ou le matin aussi. Et voilà, et ça continue. Ok. C'est joli parce qu'au moment où la voix entre, on dirait que c'est la fin de la chanson. Elle fait un peu comme si c'était la fin, mais en fait, c'est le début. Je trouve ça très beau dans ce... Voilà, c'est un tout nouvel album qui apparemment vient de sortir. Voilà, des leaders de Mozart et de Strauss par Sabine de Vielle. Ok. Ce que j'aime bien faire, c'est offrir à mon invité les mots de la fin. Donc, je t'offre les mots de la fin. Est-ce que, en un mot, une idée, parce qu'un mot c'est dur quand même, tu aurais pour aider les personnes qui nous écoutent, pour les aider à catalyser l'audace, tu vois, quelqu'un qui, par exemple, rêverait d'avoir un métier passion, d'une carrière passion comme la tienne et qui a un peu de... qui fait son petit face à tout ça et qui a peur de se lancer, qui a du mal à prendre ce pas-là. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour l'aider à catalyser son audace ? C'est très difficile de s'adresser à tout le monde. Hein. Oui. Très difficile. Et téméraire et impossible. Et dangereux. Parce que je n'en ai pas nécessairement le vocabulaire, ni la connaissance, ni la légitimité pour ça. Mais je pense que je dirais... posez-vous la question de ce qui, au-delà et après après vous être dépouillé de tout ce qui est de l'ordre de la reproduction des envies de quelqu'un d'autre, de la redevance vis-à-vis d'un schéma paternel, parental plutôt, du conformisme, de la zone de confort, de la solution de facilité ou de la révolte plus ou moins fugace et éphémère contre quelque chose qui vous a exaspéré mais dont vous sentez que ce n'est pas si profond que ça. Donc après, vous êtes débarrassé de tout ça. Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous anime encore ? Et qui vous, quand vous vous réveillez, en fait, voilà. Là, je crois que ça, là, j'arrive pas à éteindre. Donc, peut-être qu'il faut creuser et voir si ça peut devenir justement, comme tu dis, un métier de passion. Sachant que dans métier de passion, il y a métier. Et dans métier, il y a, voilà, concret, travail. On ne sera jamais seul. De toute façon, il y aura toujours des problèmes. Toujours des soucis, des problèmes, des gens avec qui on va pas s'entendre, des déceptions, des sensations d'impuissance, des inaccomplissements, des inachèvements. Mais ça fait partie. Ça fait partie aussi de la richesse, de la connexion avec l'autre. Voilà les mots de la fin. De très beaux mots de fin. Est-ce qu'il y a des liens vers lesquels on pourrait rediriger les personnes qui aimeraient suivre un peu tes aventures ? Ouais, j'ai la flemme des réseaux, hein. Mais vous pouvez aller consulter mon site, du coup, où il y a toute l'actu passée. Jusqu'à très récemment, jusqu'à maintenant, quoi. Mais sinon... Non, mais j'essaie que... Non, c'est une blague. Mais j'essaie quand même d'actualiser le site un maximum. Mais voilà, les prochains projets sont à Taïwan et au Brésil, tu vois. Donc, mais on reste en contact. Hein, Louane, je t'appellerai et tu raconteras aux auditeurs du prochain épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton temps et pour le partage. Qui, en tout cas, pour moi, et je pense... Pour Romain aussi, c'est très, très enrichissant. Merci Romain. Big up à Romain. Donc merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?